On reprend notre suite de capsules concernant le module de la comptabilité approfondie. Après avoir élaboré l'ensemble des traitements des immobilisations en matière d'acquisition, en matière de subvention, de production, aussi lorsque ces immobilisations seront acquises, soit par voie d'échange ou à défaut par des acquisitions à des indexations, on arrive à un chapitre de la comptabilisation des opérations, que ce soit charge ou immobilisation de façon générale, mais cette fois-ci en monnaie étrangère. Ainsi, ces opérations-là, ils vont être effectuées avec des monnaies étrangères. Donc, toujours le souci, c'est par rapport à cette entreprise qui va se retrouver sur le territoire national, parce que cette dernière, elle serait confrontée à des problèmes de change. On sait bien que si on prend à titre d'exemple une transaction avec un fournisseur ou une créance vis-à-vis d'un client étranger, ce dernier nous payera toujours vis-à-vis de sa monnaie locale nationale. Cependant, concernant notre rentrée ou sortie d'argent en tant qu'entreprise marocaine, cette rentrée ou cette sortie d'argent, elle serait indexée cette fois-ci avec le cours de variation de change. Donc c'est pour cela qu'on doit reprendre ces évaluations-là en comptabilisant à partir de plusieurs moments. Ces moments-là dépendront de l'opération. Est-ce que c'est s'étale sur un seul exercice ou à défaut, lorsque cette opération va, on va dire, surpasser, court-circuiter entre deux exercices, notamment l'exercice n et n plus 1. Donc, concernant les contraintes financières nationales, ce choix stratégique de l'entreprise de l'internalisation et aussi d'étendre son activité vers l'international va constituer quelques axes de dérive entre la comptabilité des opérations effectuées sur le territoire national, tel qu'on l'avait dit, et sur le territoire international. Bien sûr, avec un impact sur le volet comptable en matière de comptabilisation et sans oublier aussi le volet fiscal. Donc l'entreprise a plusieurs cas de figure dans lesquels elle est obligée de concrétiser dans le cas de ces échanges-là commerciaux et ces échanges financiers, notamment vis-à-vis de ce traitement-là de la devise. Donc, l'entreprise se voit devant une multitude d'éventualités, à savoir quel est le taux de change favorable. Donc là, on va parler initialement déjà de avec quel taux l'entreprise va travailler. Est-ce que ce taux-là, surtout si l'entreprise s'étale sur plusieurs exercices, est-ce que c'est un taux qui est plus ou moins intéressant à prendre en compte parce que des fois ce euh, sont des taux à revoir, surtout si on reprend ce 3112N et surtout si on reprend la comparaison, et c'est ce qu'on essaiera d'aborder à la fin de cette capsule-là, la différence entre le traitement, on va dire, marocain du CGNC par rapport à ces opérations libellées en devises et en conséquence par asymétrie le traitement dans la comptabilité internationale. Donc, on avait évoqué comme les autres capsules précédentes, chaque fois qu'on reprenait, qu'on identifiait un phénomène comptablement, comment ça a été traité, comment ça a été comptabilisé, voir un petit aperçu de comment ça se fait en matière de comptabilité internationale. Euh, Plusieurs éventualités donc on va naître dans ce cas-là, c'est éventuellement ce taux de change qui va être favorable et qui va inclure soit un gain, soit une perte de change suite éventuellement à cette fluctuation de taux. Ces opérations avec l'étranger et via ce risque de change doivent être gérées par cette comptabilité et en l'occurrence, dans le cadre du Code général de normalisation comptable, doivent prévoir des écritures comptables. Ces écritures comptables qui vont un petit peu se consacrer sur la date de la prise en compte et aussi du montant qu'on devrait comptabiliser et la conséquence de ces montants-là, on verra en matière de provision, de constatation de provision.
Donc, lorsqu'il s'agit de l'enregistrement de ces opérations-là, il faudrait prendre en considération plusieurs éléments. Ben, la première des choses, lorsqu'il s'agit d'une opération d'importation, donc là, on prend en considération le taux de la déclaration unique de marchandises, ou plus communément parlant, la DUM. Donc, c'est ce taux-là qui va être pris en compte pour la comptabilisation de cette opération d'importation. Aussi, lorsqu'il s'agit de la comptabilisation de la facture, s'il s'agit aussi d'une exportation, mais cela donc prendra en considération soit un montant qui va être payé d'un seul lot, soit le jour de l'acceptation de la commande, et là on verra s'il s'agit par exemple d'une perception d'avance. Donc lorsqu'il s'agit d'une perception d'avance, il faudrait souligner que ces avances-là, qu'elles soient reçues ou versées par l'entreprise, ils doivent être comptabilisés au cours du jour de paiement. Ainsi, le versement ou la réception de cet acompte ou de cette avance mettrait un terme au risque de change sur le montant en question, étant donné qu'on va le reprendre avec la date d'aujourd'hui et non pas le décaler jusqu'aux dates de la réception définitive de cette marchandise ou de cette immobilisation. Donc, généralement, la comptabilisation de l'achat ou de la vente intervient postérieurement au versement de ou des avances. Ça peut être plusieurs avances dans quelques cas. En l'occurrence, l'enregistrement va ressortir avec deux configurations. Soit l'écriture va correspondre à l'avance ou à la compte enregistrée au cours du jour du paiement, soit l'écriture de charge ou de produit est enregistrée au cours retenu par l'enregistrement de cette créance étrangère. Donc, ce qui implique que, normalement, l'avance est comptabilisée au moment de sa création, de sa réception ou le paiement de l'acompte ou le moment de son décaissement. Et en conséquence, lorsqu'il parviendrait le jour de l'importation, donc soit reprendre dans ce cas-là la date de la DUM, de l'établissement de cette déclaration unique de marchandises, ou à défaut, le moment de l'exportation définitive du bien. Donc, concernant les deux configurations qui sont envisageables, dans ce cas-là, l'entreprise pourrait réaliser soit un gain ou une perte. Tout dépendra du cours entre la date de la transaction et la date de fin d'exercice, s'il s'avère que c'est une transaction qui s'étale sur plusieurs exercices, ou à défaut, le jour du paiement ou de l'encaissement de cette dette ou de cette créance. Donc c'est pour cela que l'entreprise va être contrainte d'enregistrer deux choses. Bien sûr, le raisonnement ici il est inversé parce que s'il s'agit d'une opération de vente, l'intérêt de l'entreprise en question, pour qu'elle puisse gagner de l'argent, il faut que le cours il augmente. Et dans ce cas-là, il aurait réalisé un gain suite à l'augmentation du cours de change. Plus communément, il va être enregistré en tant que 7331 gains de change. Aussi, à défaut, lorsque une entreprise maintenant achète, pour qu'elle puisse réaliser un gain, donc là, il faudrait que son cours diminue. Et en l'occurrence, dans ce cas-là, elle aurait réalisé un gain de change. Cependant, pour la perte de change, c'est-à-dire le 6331, si on est sur une phase d'achat, la perte de change serait constatée lorsque le cours augmenterait. Ou aussi lorsqu'il s'agit d'une opération de vente, c'est-à-dire une réception d'une créance, si le cours de change diminuera, là on est aussi en face d'une perte de change. Du coup, la date où l'opération qui va être enregistrée, que ce soit importation ou exportation, ça va être en fonction des éléments et de la valeur de l'entrée. Donc cette valeur de l'entrée qu'on essaiera de noter, ça va être éventuellement l'ensemble des opérations
d'achat, ça va être aussi raisonné en termes de coût de production, s'il s'avère que c'est une production à l'étranger, ou un coût d'acquisition avec des frais accessoires, s'il s'avère que cette acquisition aussi c'est à l'étranger. Donc cette valeur d'entrée d'immobilisation acquise, ou dans la production on va être, comme on a éventuellement dit, élaboré à l'étranger, et va être calculée par conversion en monnaie nationale sur la base du cours de change de jour de l'entrée de cette immobilisation en question. Donc, lorsqu'il s'agirait d'une vente, c'est-à-dire dans le cas d'une exportation, ben, déjà, le plan comptable marocain a défini les comptes d'une vente à l'étranger. Donc, l'équivalent par asymétrie d'un 7111, qui n'est rien d'autre qu'une vente de marchandises au Maroc, redeviendrait un 7113. Un 7121 qui équivaut à une vente de produits et de biens produits au Maroc redeviendrait un 7122. Et en fin de compte, une vente de services au Maroc, c'est-à-dire un 7124, redeviendrait un 7125. Donc, ici, on voit que le plan comptable a décrit les comptes spécifiques, a codifié des comptes spécifiques, notamment pour la relation avec l'étranger. Donc, en matière de fiscalité, on s'est bien d'accord que ces ventes-là rentrent dans l'article 92. Ce sont des opérations qui sont exonérées de la TVA avec droit de déduction. C'est-à-dire que pour éviter ce principe de double taxation, c'est-à-dire qu'on taxe ce produit-là selon la fiscalité nationale, étant donné que ce produit va être consommé dans un autre pays, il ne pourra pas être retaxé à risque d'avoir une double taxation. À défaut, toutes les exportations sont des ventes qui sont exonérées avec droit de déduction, c'est-à-dire on peut se permettre de dire qu'ils vont être vendus à un taux de 0% ou tout simplement exonérés pour que ces ventes-là soient uniquement taxables au dernier pays de consommation finale. Donc, dans le cas de versement ou dans le cas d'acquisition, donc ça va être ces ventes-là ou ces achats-là. Donc le cas inverse, s'il s'agit d'un achat, donc ça va être exprimé du prix payé plus le prix d'achat qui va être augmenté des droits de douane et autres impôts et taxes non récupérables, et aussi bien sûr quand diminuer des réductions commerciales qui vont être obtenues et toute autre aussi taxe récupérable. On rajoutera ces éléments-là d'achat, des charges accessoires telles que le transport, les frais de réception, l'assurance, le transport, et on exclura quelques taxes qui sont récupérables en ce cas. Les charges d'installation qui sont nécessaires aussi rentrent dans cette notion de comptabilisation selon le frais accessoire. Donc là, c'est tous les chapitres qu'on avait traités au préalable. Ces notions-là de coût d'acquisition, de coût de production, voire même de traitement de subvention, rentreraient ici et se rajouteraient lorsqu'il s'agirait des transactions effectuées avec l'étranger. Cependant, lorsqu'il s'agit d'une exportation, et là, il faudrait souligner, c'est une opération certes qui va être comptabilisée, mais dépendra de l'opération en question. Donc, lorsqu'on parle d'une exportation, là, par contre, on fait référence à toute la partie des incoterms. Donc, ces incoterms-là, c'est ceux qui vont prévoir quels sont les éléments qui vont rentrer ou pas dans la comptabilisation de cette transaction. Car, comme vous le savez, ces incoterms qui sont plus ou moins actuellement au nombre de 11, décrivent la responsabilité de chaque partie prenante, que ça soit vendeur ou que ça soit acheteur, en matière de supporter les frais de douane, le transport, l'acheminement. Donc, moi, entreprise à l'échelle nationale, si je veux comptabiliser tel ou tel élément, il faudrait que je prenne en considération quel est l'incoterm qui a été conclu et qui va influencer. Donc, de façon, on va pas trop s'attarder, mais c'est que ce soit le premier incoterm de Xwork, donc c'est un principe dans lequel il permet que le vendeur c'est-à-dire, il fait pas grand-chose parce que c'est l'acheteur qui va s'en occuper de tout. Donc, si vous voyez dans le premier schéma, ça veut dire que c'est l'acheteur qui s'en occupe de toute la partie frais, transport, acheminement, et le vendeur, on va dire, il s'assure à une livraison départ usine.
Donc, de près son usine, toute la partie transport, paiement des droits de douane à l'export, l'acheminement, le fret, le repaiement des droits de douane cette fois-ci et le retransport jusqu'à l'arrivée de son lieu est pris en compte par l'acheteur. Que ça soit en matière de transport, en matière de risque ou en matière d'assurance. Donc, on va dire, c'est le plus simple pour un acheteur. Le Free Carrier, le FCA, c'est un incoterme de préacheminement car il peut couvrir le chargement de la marchandise dans le camion ou la livraison chez un transitaire national. Donc là, vous voyez bien que ça s'arrête en matière de droits de douane à l'export et toute l'autre partie, c'est prise en charge par l'acheteur. On va aussi voir le CPT ou le Carriage Pay To. Donc, c'est le transport est payé par le vendeur jusqu'au lieu de destination. Mais par contre, le risque est couvert par l'acheteur. Le FAS, qui est plus ou moins utilisé dans le transport maritime, donc c'est qui va couvrir le préacheminement jusqu'au navire. Le FOB, c'est un Incoterm qui va intégrer le chargement de la marchandise jusqu'au bateau. Le CFR, c'est le transport, il va être payé par le vendeur, mais c'est l'acheteur qui va couvrir le risque dans ce cas. Le CIF, le Cost and Insurance Rate, c'est la dérivée plus ou moins de celui qu'on vient d'aborder, le CFR ou le Cost and Freight, c'est-à-dire l'assurance du vendeur couvre le transport principal. Donc là, vous voyez bien que la partie assurance, elle est plus large qu'en matière du CFR. Les autres éléments, il y avait le DAP, le Delivery at Place, qui couvre le poste d'acheminement, et le DDP, qui intègre, en plus du déchargement, la marchandise, il intègre tout est pris en charge par le vendeur. Bon, c'est un nouveau Incoterm qui vient remplacer un ancien de 2010, mais en 2020, on commence à éventuellement avoir ce Delivery at Place Unloaded. Ok, donc l'objectif de ces Incoterms, c'est qu'ils vont nous définir où ça commence et où ça finit la responsabilité de chaque partie prenante et en conséquence de savoir quelle est la partie à mettre en place, la partie à, comment dirais-je, à prendre en considération dans la comptabilisation. Du coup, après cette comptabilisation, il faut qu'on passe à, en fait, d'imputer ces frais-là. Donc, si on reprend comme premier exemple un achat, une exportation, donc plus ou moins une vente d'une marchandise à un prix de 345 000 euros avec du transport, et supposons que l'Incoterm ici faisait supporter à cette entreprise-là le transport, on part, et avec un cours de 10,92, on peut dire que on a vendu quelque chose d'un coût global de 360 500 fois les 10,92, c'est ce qui donnerait un 4 24 020. Donc on peut dire que notre client devrait nous payer un montant global qui équivaut au mon coût, parce que, comme on vient de le souligner, l'Incoterm en question fait incorporer le transport dans cette transaction-là et non pas prise en compte par le client. Donc, nous, en tant que fournisseur, on va supporter un coût global fois la parité du jour en question, c'est-à-dire les 10,92. Certes, on a fait deux ventes, une première vente de la marchandise qui va être codifiée dans un compte 7113, c'est-à-dire le soubassement d'un compte de vente de marchandises normale, et ensuite la prestation de service qui est le 71 276, 71 276, c'est un transport sur vente. Le cas inverse maintenant, c'est-à-dire toujours sur cette transaction-là qu'on a en face, arrivé maintenant le jour de l'encaissement réel, deux configurations peuvent être constatées. Ces configurations, ça va être soit je suis sur une phase de vente, donc si mon cours il diminue, je pense que ce que je devais encaisser va aussi diminuer. Et dans ce cas-là, je peux dire que je suis en face d'une charge financière, notamment une perte de change.
Deuxième configuration, c'est maintenant lorsque le cours va augmenter. Et si je prends juste un titre d'exemple, si je prends un exemple maintenant de 100 euros comme créance avec une parité de 10, ben, le jour J, j'aurais pu avoir non pas 100, mais 100 fois 10, et qui sont les 1000. Désormais, si le cours il a augmenté, il est de 11, ben, au lieu que je encaisse ces 1000-là, ça serait 100 fois 11, ça serait 1100. Ma question que je me poserai, c'est entre le moment où j'ai passé la transaction et le moment où j'ai encaissé de l'argent, j'ai constaté un gain de change, un 7331. Ensuite, on va dire les autres éléments qui vont, lorsqu'il s'agit d'une baisse de parité, bah c'est le cas qu'on vient de voir juste maintenant. Cette parité-là, bah, elle viendra être constatée en tant que perte de change, en tant que charge financière. OK. Là, suite à cette diminution de la parité, pour le moment, bah, on est sur une perte de change qui va être comptabilisée entre le compte 6331 et qui va être aussi, fiscalement parlant, en tant que charge déductible. La hausse, on avait dit ça, si on est sur une phase de vente et notre cours augmente, c'est un gain de change. Maintenant, la question qui va se poser, c'est lorsqu'il s'agit, bon, sans rentrer en matière de TVA ou en matière de comptabilisation, vu le temps qui nous reste, il faudrait aussi qu'on traite la deuxième configuration qui est la plus prépondérante et la plus costaud, c'est lorsqu'il s'avère qu'il y a une transaction qui s'échelonnera sur 2 exercices. Pas forcément commencer le 1er janvier jusqu'au 31/12 N+1, mais on peut faire une transaction au cours de le mois d'octobre, et avoir le règlement ou l'encaissement que l'exercice suivant. Donc dans ce cas-là, il faudrait qu'on passe sur plusieurs opérations. Donc à défaut, lorsqu'il s'agit rien que cet exemple-là par rapport à une opération d'importation, ben, en plus, la TVA qui va être prise en considération concernant cette transaction, on va retrouver surtout la principale taxe qui est le prélèvement fiscal d'importation, plus communément parlant, ce FPI, qui va être considéré comme cette taxe récupérable, en plus de toutes les TVA récupérables des autres opérations accessoires. Donc, bien sûr, ici, pour qu'on puisse comptabiliser cette opération, c'était pas juste le prix du matériel qui est de 160 400 euros, mais aussi pour qu'on puisse, donc on raisonne avec la notion de coût, pour qu'on puisse avoir le coût global, on avait une assurance, on avait des frais de déchargement et de magasinage, et on avait aussi une quittance de douane. Donc tous ces éléments-là rentreront dans le coût global de cette immobilisation. À défaut en matière de TVA, donc c'est la TVA principale, c'est ce prélèvement fiscal d'importation, ainsi que les autres TVA sur les frais accessoires. Donc ça serait des TVA qui vont être récupérables en matière de cette transaction-là. Bien sûr, le cours sur lequel on va passer, c'était le jour du dédouanement, donc c'est ce cours-là qu'on va appliquer. Maintenant, s'il s'avère que cette créance-là ou cette dette-là s'étalerait sur un autre exercice, c'est-à-dire on passerait d'un N à un N+1. On est obligé, dans ce cas-là, bah de comptabiliser à 6 reprises. Quelles sont ces 6 reprises? Donc, la première écriture, ça serait la comptabilisation de la dette ou de la créance. Le jour où j'ai passé cette transaction-là, c'est éventuellement passer cette dette ou cette créance. J'aurai pas de gain ou de perte de change ici, car je n'aurai pas aussi de date définitive de cette transaction. La transaction, elle court toujours, elle sera régularisée que l'exercice suivant. Donc, au lieu de cette constatation des gains et des pertes de change probables, bah, j'aurai une constatation d'un écart de conversion. C'est-à-dire, je devrais savoir est-ce que ma dette ou ma créance a augmenté ou a diminué.
Et là, on aura à travailler avec l'ensemble des écritures équivaut aux écarts de conversion. Et là, je fais référence, c'est soit le 17, soit le 27. Là, je parle bien sûr en termes de rubrique. Soit aussi c'est un 37 en tant qu'écart de conversion actif et en fin de compte en 47. Donc toute la partie 17, 27, 37, 47 va être sollicitée pour la constatation de ces écarts de conversion. Bien sûr, les écarts de conversion vont varier en fonction du cours et en fonction de la transaction en question. Qu'est-ce qu'on est en train de faire, soit achat ou vente. Donc, ces transactions-là, donc je suis en train aussi de voir les réponses, j'essaierai de les formuler à la fin. Concernant la suite, une fois qu'on va constater ces écarts de conversion, si on arrive maintenant à la date du règlement, ça va être quoi? Ben, déjà, lorsqu'on parle d'une écriture de régularisation et pour faire ressortir, respecter le principe d'indépendance d'exercice, ben, ils vont être juste contrepassés le 1er janvier N. Donc, une fois qu'on a comptabilisé la dette ou la créance, et une fois qu'on aura constaté l'écart de conversion, d'autres 17, 27, 37, 47, ben, juste après le 1er janvier N plus 1, on devrait contrepasser cet écart de conversion. Donc, aussi, il faut souligner que lorsqu'il s'agit d'une augmentation, une phase d'achat, et on avait dit que si on achète dans notre intérêt, c'est que le cours, c'est-à-dire si on a une dette et cette dette-là va être remboursée l'exercice suivant, ben dans notre intérêt, c'est que le cours, il diminue. À défaut, si le cours augmenterait, dans ce cas-là, on est en face d'une perte. C'est une perte probable. Implicitement, elle devrait donner naissance à une provision. Donc, ces écritures-là peuvent se faire au 31-12N, c'est-à-dire la constatation de l'écart de conversion et aussi la constatation de la charge lorsqu'il s'agit d'une augmentation de la dette ou une diminution de la créance. Si ma dette augmenterait et si ma créance diminuerait, dans les deux cas, on est obligé de passer une DEP parce que ça consiste en une charge, une perte pour l'entreprise. Arrivé maintenant le début d'exercice suivant, la première des choses, c'est la contrepassation, l'annulation de cet écart de conversion. Donc c'est un écart de conversion qui a une durée de vie d'un exercice maximum. Ensuite, il faudrait passer l'avant-dernière opération qui est la date du règlement ou la date du paiement de la dette. Et à ce moment-là, on n'est plus sur des gains ou des pertes probables, on est sur des éléments qui sont réels, qui vont être subis par l'entreprise, d'où l'intérêt de les comptabiliser dans leurs comptes respectifs, un 6331 ou un 7331. Du coup, lorsqu'il s'agit de régler, on n'a plus de transaction, ça a été finalisé, ça a été soldé, donc il ne faut pas oublier de solder aussi la provision qui a été déjà constatée au préalable. En fin de compte, on se retrouve avec 6 écritures. Je récapitulerai. La première, ça serait la création ou de cette dette ou de cette créance. La deuxième, ça serait la constatation au 31-12N de l'écart de conversion, qui pourrait être soit actif ou passif. Si il s'avère que cet écart de conversion donnerait naissance à une augmentation de la dette, voire une diminution de la créance, ça devrait générer une provision. On est sur la troisième écriture. Arrivé maintenant le 31-12N plus 1, on devrait contrepasser l'écart de conversion. On est sur la quatrième écriture. Partir maintenant à la date d'échéance, qui est la date du règlement définitif ou la date du remboursement d'encaissement de la réception de la créance définitive. Dans ce cas-là, on devrait calculer avec le cours et constater cette fois-ci non pas des éléments qui sont
fictifs, mais qui sont réels, c'est-à-dire soit des écarts, des pertes ou des gains de change réels. Et la sixième et la dernière écriture, c'est la constatation de l'annulation de cette DEP, de cette dotation pour les provisions. Donc, concernant les évaluations de façon générale, pour qu'on puisse se constater, lorsqu'il s'agit, comme on avait mentionné lors d'une créance, cette créance-là, l'autre objectif, c'est que le cours à l'inventaire soit supérieur au cours le jour où on avait passé la transaction. C'est-à-dire, si le cours il augmente, certes, je suis sur un gain latent. À défaut, si le cours diminue, ben c'est une perte latente. Et on avait dit que le mécanisme, que le raisonnement s'inverse, tout dépend de la transaction. Donc maintenant, si j'ai un achat, si j'ai fait une opération vis-à-vis d'un fournisseur, ben mon intérêt c'est que le cours il diminue. C'est que le cours à l'inventaire soit inférieur au cours du moment de la transaction. Et c'est à partir de ce moment-là que je pourrais dire que j'ai fait un gain. Donc là, le raisonnement s'inverserait, que ce soit la transaction d'achat ou de vente. Revenons maintenant sur ce compte de provision. Donc, on avait dit que lorsqu'il s'agit uniquement des pertes latentes, c'est-à-dire juste lorsque une opération de créance, le cours de l'inventaire est inférieur au cours à l'enregistrement, ou aussi lorsque le cours à l'inventaire est supérieur au cours de l'enregistrement, mais cette fois-ci lorsqu'il s'agit d'une dette, c'est à ce moment-là qu'on est obligé de constater une dotation. Cette dotation, elle est en fonction du délai de la transaction. C'est-à-dire, si on parle des transactions de long terme, dans ce cas-là, ben, ça serait des provisions pour charges durables. Donc, on parle éventuellement pour provision pour perte de change, c'est le compte 1516. À défaut, si ces données-là ou cette opération-là, c'est une opération qui est en dessous de 12 mois, donc la classe 1 n'est plus valable, et on partirait sur la classe 4, qui est toujours des dettes, mais cette fois des dettes de moyen terme, et ça serait le compte 4506, qui est toujours provision pour perte de change. Donc on voit bien que ces deux comptes-là, ils s'intitulent provision pour perte de change, que ce soit le 15 ou le 45, le seul critère de différenciation, c'est par rapport au délai. Bien sûr, le compte à débiter, serait un seul compte, c'est le compte de charges financières. Donc, c'est le 6393. C'est le compte qui serait toujours débité, quel que soit le délai, c'est-à-dire soit c'est du long terme ou du moyen terme. Donc, c'est ce délai-là qui va pas influencer le compte à débiter, mais qui viendra influencer uniquement le compte à créditer. En matière aussi, pourquoi on avait parlé qu'il y en avait les 17, 27, 37, 47? Parce que si on les revoit en détail, elles sont aussi en fonction du temps, du délai. Car si on reprend le 17, ben on va retrouver toute la partie d'écart de conversion passif des créances immobilisées et des dettes de financement qui dépasseraient une année. Lorsqu'on serait sur le 27, maintenant ce sont des écarts de conversion actifs aussi pour les éléments de long terme, c'est-à-dire les créances immobilisées et les dettes de financement. Cependant, le 37 et le 47, ben, ce sont des écarts de conversion, mais pour des éléments circulants, c'est-à-dire des dettes ou des créances inférieures à 12 mois. Du coup, fiscalement parlant, ben, si on prend un titre d'exemple des créances et des clients moins d'un an, et il faudrait aussi souligner l'aspect fiscal de ces écarts de conversion. Donc, en matière d'un écart de conversion actif, et c'est les écarts de conversion actifs, comme on l'a souligné, c'est des augmentations on va dire, c'est des pertes probables, parce que lorsqu'on parlerait d'un écart de conversion actif, c'est soit une augmentation de dette, et là, c'est une perte, soit la créance va diminuer, donc c'est toute la partie du 27, et aussi la partie du 37.
c'est-à-dire toujours la diminution ou l'augmentation. Ces deux éléments-là, on avait dit que ça nécessiterait, ça engendrerait, ça activerait des charges, notamment cette dotation aux provisions. Donc fiscalement parlant, ça ne nous pose pas de problème étant donné que ça va être déductible. Cependant, en matière des écarts de conversion passifs, c'est là où il y a une certaine, on va dire, une certaine schizophrénie, plus si on peut se permettre de le dire, entre la vision comptable et la vision fiscale. Car selon le principe de prudence, ces écarts de conversion passifs ne devraient pas donner une suite, car il s'agit d'un produit probable. Bon, la seule suite comptable qu'elle devrait activer, c'est sa constatation et sa contrepassation. Mais au-delà de ça, non. Cependant, fiscalement parlant, mais malgré que ce sont des produits probables, le fisc nous obligerait, nous demanderait à ce qu'on puisse les intégrer dans notre assiette. Donc, ce sont des éléments qui sont comptabilisés mais contrepassés, c'est-à-dire que lorsqu'on serait dans notre tableau de passage du résultat comptable au résultat fiscal, ces écarts de conversion passifs devraient être réintégrés à notre résultat fiscal. Donc, sur le résultat comptable, on va les réintégrer pour qu'on puisse retrouver un bon résultat fiscal. Cependant, il ne faut pas oublier qu'un écart de conversion ne resterait jamais un écart de conversion en continu. C'est-à-dire que l'exercice suivant, il passerait en tant qu'un gain ou une perte de change. Donc, tout écart de conversion passif réintégré l'année de sa création devrait donner naissance à l'année suivante à une déduction pour éviter cette double taxation. Donc, en ce qui concerne les écarts de conversion actifs, ça ne poserait pas trop de problèmes étant donné qu'ils sont déjà suivis par la comptabilité moyennant cette dotation d'exploitation aux provisions. Cependant, ces écarts de conversion passifs qui représenteraient des gains latents ou des gains probables, c'est ceux qui poseraient plus ou moins une certaine problématique vision comptable et vision fiscale parce que le comptable, par principe de prudence, ne pourra pas les enregistrer en bonne et due forme car il ne s'agit pas encore d'un produit 100% acquis. Mais à défaut, le fisc nous demanderait qu'on puisse payer d'impôts dessus. Euh, donc, si on reprend ces augmentations ou ces de créances, donc la correction, ce serait soit des augmentations ou des diminutions de créances, c'est-à-dire c'est après la comptabilisation de la transaction. En fin d'année, on part toujours sur la constatation de l'écart de conversion. Cet écart de conversion qui pourrait soit être constaté en tant qu'augmentation de la dette ou diminution de la dette, ça dépend du cours, qu'est-ce qui s'est passé. Et en fin de compte, s'il s'avère qu'on est sur des écarts de conversion actifs, c'est-à-dire des pertes, ces pertes-là devraient donner naissance à des dotations aux provisions. Ces dotations aux provisions constatées, la prochaine étape, donc toutes ces écritures-là que vous avez en face sont des écritures spécifiques à l'exercice N. Par la suite, tous les exercices à venir, la première des choses, on avait dit qu'il fallait contrepasser l'écart de conversion. Donc, l'ensemble des écarts de conversion constatés en N devraient être contrepassés le 1er janvier N plus 1. Bien sûr, ici, on prend l'hypothèse d'une entreprise avec un exercice comptable qui coïncide l'année civile. Après, on peut toujours changer avec d'autres entreprises et qui ont des exercices comptables à cheval. Donc, c'est toujours fin, début d'exercice plus communément parlant. Donc, le 31 et le 1-1, parce que, on va dire, la grande majorité des entreprises, et surtout qui n'ont pas surtout des activités saisonnières, préfèrent partir sur ce calendrier comptable qui est similaire au calendrier de l'année civile, pour deux raisons, par une certaine simplicité de travail et parce que c'est, on va dire, le droit commun, mais surtout, c'est parce qu'il y a une certaine liaison, il y a une certaine linéarité avec le calendrier fiscal qui est fortement appliquerait une année civile. Je parle du calendrier fiscal. Donc, au lieu de faire un travail de savoir les échéances comptables à part, les échéances fiscales à part, on préfère aligner un seul exercice comptable et fiscal afin qu'on puisse se simplifier la tâche. Par la suite, donc, sans rentrer donc dans le détail par rapport à ces écritures-là, mais je sais qu'on aura plusieurs éléments à
à avoir, il faudrait souligner quelques spécificités de ces opérations-là, notamment la, la comptabilisation lorsqu'il s'agit d'une couverture de change cette fois-ci. Donc normalement, on est censé évaluer, faire une certaine comptabilisation, mais en prenant en considération cette couverture de change. Donc l'entreprise, lorsqu'elle fera pardon, une transaction en monnaie étrangère, elle pourra se prémunir de euh, en activant une certaine couverture de change et la société pourra disposer donc dans ce cas-là du cours de la monnaie à l'échéance. Donc deux opérations vont être enregistrées. C'est les différences de conversion passive vont être compensées. Par quoi? Parce que la provision va être limitée au risque non couvert. Donc là, on va se poser une certaine assurance, on va dire, suite à l'augmentation, la diminution du cours, ben, normalement, la provision ne serait pas sur le montant global, mais cette fois-ci, juste sur la partie non couverte. C'est-à-dire le risque va être plus ou moins minime et non pas global, comme lors d'une première configuration. Euh, Lorsque on a une couverture de change qui en fixant un certain cours de monnaie à l'échéance, cette fois-ci, la société disposera dans ce cas-là toujours d'un outil qui va lui permettre de se protéger contre cette variation de change et elle connaîtra dès la signature du contrat le montant exact du cours de la devise à l'échéance. Donc dans ce cas-là, c'est-à-dire au début, lorsque je signe le contrat, avec ce contrat-là que j'ai signé de couverture de risque, de change, ben, je saurai avec précision quel est le montant de la transaction encaissée ou décaissée de façon anticipée. Dans ce cas, il faut considérer que le montant qui figure dans le contrat est définitif. Donc, au moment de l'achat, on va enregistrer la dette normalement en tant que charge et au crédit d'un compte fournisseur sur la base du cours du jour. Et à la date de couverture, on va considérer le cours de ce contrat-là en tant que perte ou gain qui vont être comptabilisés en tant que charge. Parce qu'il ne faut pas souligner que cette couverture de change, bah, ça nécessite un certain coût, donc c'est évalué, c'est pris en compte en tant que charge par l'entreprise. Maintenant, lorsque l'emprunt affecterait cette fois-ci une acquisition d'immobilisation, on peut aussi avoir une transaction d'une immobilisation affectée par rapport à cette variation de monnaie, surtout lorsqu'il s'agirait d'un emprunt. Dans ce cas-là, on n'est pas nécessaire de constituer provision en cas de perte latente. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est considéré que si la monnaie vaut plus comparativement par rapport à cette baisse de valeur ou là par rapport à cette augmentation de valeur, et on verra ça aussi en matière de comptabilité internationale, ça impacterait aussi l'immobilisation en considération parce que si le cours il augmente de l'immobilisation, c'est implicitement que de façon indirecte, l'immobilisation elle prendra aussi de la valeur. Si tu achètes quelque chose qui vaut 100 et que le cours maintenant il augmente avant, bah, tu as acheté à 100 mais tu vas la payer à 150, implicitement ton immobilisation vaut 150. Donc on peut dire que la VO peut être aussi reclassée car il s'agit d'une augmentation de la valeur et implicitement, même en matière de revente et en matière éventuellement de valeur vénale, ça prendrait une valeur positive. Euh, Lorsqu'il s'agit aussi sans parler éventuellement des emprunts en monnaie étrangère qui vont être obtenus à des conditions des fois plus avantageuses, si on fait un emprunt, ça peut être le cas dans quelques sociétés. Une entreprise veut ou la peut emprunter en monnaie étrangère parce que pour elle, ça va être avantageux par rapport à une monnaie nationale. Après, ça dépend de quelques cycles d'entreprise parce que pas toute entreprise du territoire national peut se permettre d'avoir ce genre d'emprunt, car lorsque la société va souscrire un emprunt en monnaie étrangère, et elle va être liée certes à des charges financières qui, pour elle, seraient inférieures à celles qui auraient pu obtenir sur le marché. Donc, dans ce cas-là, le montant de la provision peut être égal à la différence entre la charge qui va être calculée et la charge qui va être réellement supportée. Et les différences de conversion, on va les enregistrer de façon normale, puis on rajoutera les charges d'intérêt au cours du jour de l'évaluation.
Donc là, on parle de deux charges, notamment les charges dues à la variation de la monnaie, mais aussi des charges financières subies suite à cet emprunt-là. On arrive maintenant pour voir une certaine connexion avec la comptabilité à l'échelle internationale, notamment avec l'IAS 21. Donc, si cette IAS 21, cette norme qui traite des effets de variation des cours de monnaie étrangère, consiste à quelques spécificités, à quelques points qui ressortiraient, à quelques concepts qui ne sont pas similaires à la comptabilité telle à l'échelle nationale. Donc, c'est une comptabilisation des transactions qui peut être faite depuis le début de la transaction jusqu'à la clôture. Et la conversion ici se ferait éventuellement pour les entités consolidées qui vont établir leurs états dans une devise différente à celle de la maison mère. Donc, ils seront concernés par cette norme-là. Et la comptabilité aussi, il va être tenu avec la devise différente de la devise de la publication. Donc, s'il s'avère que on a une devise de publication des comptes qui est différente à la devise de la tenue de la compta, ou si on travaille avec des sociétés mères et filiales, mais avec différentes devises, cette norme-là, ben, ça serait bien applicable. On ne va pas rentrer trop en détail parce que l'objectif c'est pas de trop détailler ces normes internationales, mais on va dire que cette norme-là ne se focalisait que sur ces deux opérations-là. Donc cette norme-là, elle va se comptabiliser et elle va prendre comme élément, ouais, on va pas rentrer dans l'IAS, l'IFRS 9, l'IAS 39, donc tous ces éléments-là donc ne rentreront pas en considération pour le champ d'application. Donc ils ne vont pas être traités dans ces normes-là. Chose qui est intéressante, c'est que la norme IS 21 va définir, avec ce qu'on vient d'évoquer, trois différentes monnaies. Donc on parlerait d'une monnaie fonctionnelle, on parlerait d'une monnaie de l'environnement économique principal de l'entité, c'est-à-dire c'est la monnaie avec laquelle l'entreprise fait ses opérations au quotidien. Donc c'est une monnaie qui va influencer le prix de vente lorsqu'il s'agirait de ces transactions-là à l'étranger. C'est aussi une monnaie dont les forces concurrentielles et la réglementation va déterminer le prix de vente. Et c'est une monnaie de flux de trésorerie de toutes les activités opérationnelles. Deuxième concept qui est défini par cette norme-là, c'est la monnaie étrangère, c'est-à-dire la monnaie qui va être différente de la devise fonctionnelle. Notamment, on va prendre en titre de référence le livre sterling, le dollar, l'euro, tous ces monnaies-là, ça va être considéré comme des monnaies étrangères différentes à ceux avec lesquels l'entreprise travaille au quotidien. Et arrivé au dernier concept ou dernière définition de monnaie, c'est la monnaie de présentation. C'est qu'on avait dit lorsque il s'agit que la monnaie de présentation n'est pas celle de la présentation de les états financiers. Donc, lorsqu'il y a une certaine différence, cette norme-là viendrait intervenir. La monnaie de présentation, ça serait la monnaie de des états financiers. La monnaie fonctionnelle, c'est avec laquelle l'entreprise fasse ses activités de flux opérationnels. Et la monnaie étrangère, c'est la monnaie qui va être différente à cette monnaie fonctionnelle. D'une monnaie fonctionnelle d'une activité à l'étranger, en termes de niveau d'autonomie, elle pourra avoir une certaine autonomie assez importante car c'est avec laquelle que l'entreprise fasse l'ensemble de ses activités. Pareil en termes d'impact sur les flux de trésorerie, elle va être très immédiate car il n'y a pas ici raison de convertir quoi que ce soit. Et on aura éventuellement un ensemble d'éléments, de déterminants à mettre en place en termes de réception d'obligations ou aussi, surtout lorsqu'il s'agit de livraison, des obligations de livraison. Donc, en l'occurrence, là, c'est juste de multiplier ces monnaies-là ou d'additionner, ces éléments-là en tant que coût de vente global. Juste pour partir sur la monnaie qui va influencer le plus le prix de vente et la monnaie du pays dans les forces concurrentielles
donc tous ces éléments-là, ça rentre dans la monnaie, dans le choix de la monnaie à prendre en compte. Donc c'est la comptabilité tenue dans la monnaie de fonctionnement, qui est celle qui correspond à l'environnement global de l'entreprise, et toutes les autres opérations qui vont être en devise sont converties dans la monnaie de fonctionnement. Donc d'où l'intérêt de constater des fois à retenir quels sont les éléments qui vont à retenir pour cette monnaie-là. Bah, ça serait la monnaie qui va influencer ces prix-là, la monnaie dans les forces concurrentielles déterminerait le prix de vente, et la monnaie qui influence le coût et la main-d'œuvre des biens et services. Donc, d'où son nom, c'est une monnaie fonctionnelle, c'est une monnaie qui va servir la majorité des activités comptables et extra-comptables d'une société. C'est les règles de conversion. Donc, la première des choses à prendre en considération, c'est qu'au moment de la transaction de cette monnaie fonctionnelle, c'est qu'on a la possibilité d'utiliser ici un cours moyen. Chose qui est très intéressante, parce que si on est sur une comptabilité plus ou moins du CGNC, malheureusement ou heureusement, après ça dépend des perceptions des choses, c'est qu'on reprend le cours du 31-12N. Donc le cours du 31-12N, c'est un cours d'une journée comme une autre, quoi. C'est-à-dire, s'il s'avère qu'il y a des faits majeurs économiques qu'a connu le pays en question juste avant ce 31-12N, normalement, c'est un coût qui est biaisé. Donc, d'où l'intérêt que la norme IAS 21 essaie de travailler avec un cours moyen pour limiter les fluctuations des devises importantes, pour limiter cet écart type très positif ou négatif par rapport à la moyenne. À la clôture, les montants qui étaient doivent être revalorisés par comparaison des deux montants, c'est-à-dire la conversion des deux montants avant comparaison. Donc, ça veut dire que les écarts de conversion qui vont résulter de cette conversion de monnaie vont être comptabilisés dans des résultats directement. Donc, ces écarts-là vont être comptabilisés. Si les écarts vont être comptabilisés dans un résultat net, ben, ça va être mis en place ou la comptabilisé dans le résultat net, ou à défaut, s'ils sont dans le résultat comptable, donc ça va être mentionné dans le résultat comptable. Donc, ça dépend de où ça a été comptabilisé pour savoir où on va les impacter. On essaiera aussi de finir avec la divergence entre ces deux éléments-là, entre la comptabilisation marocainement parlant et la comptabilisation selon le référentiel international, c'est qu'en matière de comptabilisation selon le référentiel marocain, les gains et les pertes de change, comme on vient de les dire, s'ils sont probables, ça donnerait naissance à des écarts de conversion. Ces écarts de conversion qui vont être comptabilisés en tant que augmentation, diminution de dette ou de créance, et par la suite une naissance des provisions. Et en fin de compte, c'est au moment de l'arrivée de l'échéance, c'est à partir de ce moment-là qu'on pourra mettre en place le gain ou le perte de change réel. Maintenant, en matière de la norme IAS 21, ben, on va retenir le principe d'une reconnaissance symétrique des gains et des changes, c'est-à-dire avant ajustement. C'est-à-dire que là, l'écart ne se fera pas entre la monnaie du date de l'enregistrement au 31-12, mais par rapport à d'autres agrégats, notamment un écart entre le moment du début de la transaction jusqu'au moment de la transaction définitive. Donc implicitement, il n'y aura pas des écarts ou des éléments qui seront probables, mais il serait directement des éléments qui vont être enregistrés en tant que perte. Donc là, on aurait à comptabiliser des éléments en tant que perte. Bon, on a pu aborder juste un titre d'aperçu les différences de traitement par rapport des normes marocaines en termes de ce traitement-là, des opérations libérables de devises, ainsi que
le traitement en matière de la comptabilité internationale. Juste pour rebondir aussi sur vos questions, comme ça serait répondu sur le live pour clôturer. Donc, le DAP, ben, c'est dans lequel le vendeur, il va essayer de s'en charger de procéder à l'ensemble des opérations. Donc, là, on part éventuellement, ben, depuis, le vendeur s'en occuperait de la vente, bien sûr, du transport, des frais de douane, de l'acheminement. Donc c'est la nouvelle, on va dire, c'est un nouveau Incoterm qui est mis en place en 2020 et qui faciliterait la tâche à cet acheteur. Donc en termes, si l'achat, on va dire, a été fait sur une autre norme, bah, tout dépend de Incoterm. Donc là, c'est juste à titre de pour très très vite par rapport à la question qui était posée par si Chlaoui. Voilà. Donc en matière de la DUP, donc là, c'est en matière de la responsabilité et du transport et du risque que ça arrête au terme éventuellement de l'acheteur le reprendrait en compte à la fin, c'est-à-dire l'entrée de son en matière d'acheminement. Donc en matière d'acheminement, la responsabilité finit pour le vendeur et l'acheteur prend la relève. À défaut, dans une delivery at DDP, donc entre cette norme-là, c'est la responsabilité elle est prise en compte.